Je vous mets très contente de vous retrouver ce soir. Ce soir, on accueille Maude que j'ai rencontrée à la Maison des Créateurs au mois de septembre. C'était une super rencontre. On se connaissait pas avant en fait très vite on a parlé beaucoup d'immobilier. Et avec Maude, on a deux parcours assez différents sur l'immobilier. Du coup, je trouvais ça très cool qu'elle puisse venir nous parler de son parcours à elle, de quoi elle est partie, comment elle s'est lancée. Je vous ai déjà spoilé, on va parler d'achat-revente principalement ce soir, mais pas que. Je pense que Maud a plein de choses à nous raconter sur la réno, les travaux, tous ces meilleurs conseils, etc. Et donc, l'idée, c'est de venir, voilà, comme toujours avec ces live experts, venir inviter des femmes inspirantes qui nous partagent des nouvelles façons d'investir. Et donc, Maud, je te laisse la parole. C'est parti. Merci Alice. Là. Donc, salut les filles. Donc, moi c'est Maud, je vais vous parler un petit peu de mon parcours IMO. Faut pas hésiter, là, Alice me demandait si je préférais les questions à la fin ou au fil de l'eau. Moi, au fil de l'eau, ça me va. C'est juste que comme des fois je suis lancée dans mon élan, ça peut être difficile de me couper, mais n'hésitez pas vraiment à ouvrir votre micro et à poser des questions quand bon vous semble. Et puis si vous osez pas, il n'y a pas de souci, je serai dispo à la fin. Tu peux me la mettre dans la cage? Pardon, il y a mon chien qui fait des bêtises. Et puis à la fin, je serai dispo pour toutes vos questions. Et en toute transparence, j'ai zéro tabou, parler d'argent, chiffres, enfin vraiment, si je vous donne pas les chiffres que vous attendez, n'hésitez vraiment pas à me poser toutes vos questions. Voilà, c'est pas comme si on était sur un live Insta avec plein de monde, on est entre nous, donc voilà, zéro tabou. Alors, donc j'ai 37 ans, je suis maman de jumeaux, je suis l'aînée de quatre filles, quatre petites sœurs. Et du coup, c'est important de le dire aussi parce que j'ai grandi dans une famille vraiment sans éducation financière. J'ai eu un père qui n'avait pas investi, une maman, je l'ai aidé à acheter son premier appart à 55 ans. Elle était toujours pas propriétaire, donc il n'y a pas très longtemps. Voilà, grands-parents proprio, mais je veux dire, la maison dans laquelle ils sont depuis 30 ans, donc voilà, vraiment pas de modèle. Et puis, ce qui était important pour nous, c'était de trouver un travail qui fasse sens et dans lequel on soit utile. Donc, en gros, 18 ans, je passe mon concours d'éduc, je deviens éduc et j'ai fait ça pendant 15 ans. Mais j'ai toujours eu envie d'entreprendre et envie de faire de l'IMO. Et en fait, j'ai fait face vraiment à beaucoup de fausses croyances, peur de l'échec. Je pensais que c'était pas pour moi. Je pensais qu'il fallait beaucoup d'argent, qu'il fallait beaucoup de compétences pour faire de l'immobilier. Et puis, un jour, parce que ça faisait peut-être, je sais pas, 10 ans que je ressassais, que je voulais me lancer, et à un moment, il n'y a rien qui bougeait, je me suis dit, bon, allez, j'ai noté tout ce que je voulais améliorer dans ma vie. Donc, mieux manger, des plaisirs très simples, hein, petites vacances, aussi me challenger. J'avais le rêve aussi un peu fou de changer de job, donc de me dire, allez, on arrête avec le travail d'éduc. Plus être dans le rouge à la fin du mois. Je pense que c'est ce à quoi tout le monde aspire aussi. Et puis, le goal, c'était un peu vivre au bord de mer. Spoiler, la mer est à 150 mètres aujourd'hui, donc c'est plutôt cool. Euh, voilà, Ouais, voilà. Donc, ce qui a changé depuis mon premier pas, et après, je vous dirai comment ça s'est passé, mais j'ai démissionné de mon poste, j'étais sur un poste de cadre il y a 2 ans, donc je l'ai quitté. On a mené 4 rénovations du coup en 10 ans. On a investi plus d'1 million d'euros. J'ai créé ma société de marchand de biens il y a maintenant 1 an et demi. J'ai monté, alors je mets la première communauté française parce qu'en termes de chiffres, on est quand même une grosse communauté. On est 127 000 et quasiment que des nanas. On doit être 92% de femmes. Je suis très fière de ce chiffre. On était à 80-20 au début. Et puis, je me suis dit, attends, 80-20, je vais parler au féminin maintenant parce que j'ai 80% de femmes. Et ça a creusé l'écart. Donc, voilà, on est sur du 92. Voilà. Et donc, j'ai créé Pépite, donc mon programme d'accompagnement réservé aux femmes qui souhaitent investir. Donc, moi, j'accompagne vraiment les primo-accédantes, des femmes vraiment qui débutent. Et des femmes comme ma maman aussi. Il y a beaucoup de femmes qui ont 40, 50, 60 ans qui n'ont jamais osé investir, rien que dans le RP. Donc, j'accompagne pas, par exemple, sur de l'immeuble de rapport, des choses comme ça aujourd'hui. Et surtout, je suis plus jamais dans le rouge. Je mange mieux. Je vis à 150 mètres de la mer. Je vous donne un exemple, mais pouvoir offrir les cours de poney à ma fille, enfin, c'est aussi important de préciser ça parce qu'on s'imagine toujours que être libre, avoir une super belle vie, c'est être millionnaire. Donc être millionnaire, c'est impossible. Donc je pourrais jamais avoir la vie de mes rêves. Mais en fait, la vie de nos rêves ou une vie plus chouette, des fois, elle tient à des petites choses comme ça. Et moi, vivre au bord de la mer, pouvoir payer voilà l'équitation à 600 balles l'année à ma fille, ça pour moi, c'est une richesse aussi. Et avoir beaucoup de temps pour moi. Donc voilà. Et ce qui a tout changé, c'est qu'il y a 13 ans maintenant, j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme, qui était artisan, elle est métallière d'art. Et en fait, on a fait notre première réno ensemble.
Et c'était une passion, mais qu'on soupçonnait même pas qu'on aurait. Et aujourd'hui, c'est presque le ciment de notre couple. On a toujours un projet sous le coude, toujours. Et donc voilà. Et donc là, je vais vous montrer nos différents projets. Des fois, je vais vous dire comment on les a trouvés, comment on les a négociés, combien on a acheté, combien on a fait de réno et combien on les a revendus. En sachant, je précise, que donc là, je vais vous parler surtout de résidence principale, mais à la base, c'était pas une stratégie. C'est-à-dire que vous allez le voir, on a acheté une maison, on a fait quelques travaux, je l'ai fait estimer 6 mois après, j'ai vu qu'elle avait pris 120 000 euros en 6 mois, et j'ai dit, OK, là, peut-être ça va devenir une stratégie. Mais à la base, c'était pas... C'est venu un peu comme ça, quoi. Donc, première maison, c'était celle-ci, première couronne de Nantes. On l'a achetée en 2016, 180 000 euros. Et en fait, ce qui était cool, c'est que vous voyez, c'était cette maison-là. Vous voyez ma souris quand je fais ça? Ouais, ok. Donc, ça fait pas si immense que ça quand on la voit, mais au final, on avait 145 mètres carrés au total, puisqu'il y avait des combles qu'on voit ici, mais qui étaient hyper hautes, dans lesquelles on a fait les chambres de nos enfants et une salle de bain. Je vous montrerai après. Donc, voilà, donc regardez, acheté 180 000. On l'a revendu, alors là, on l'a revendu 6 ans après. Donc maintenant, on va plus vite. Mais comme on a eu des jumeaux entre-temps, bah, ça nous a mis un petit coup de ralentisseur. Et vous voyez, on l'a revendu 500 000 euros net vendeur. Donc 200 000 euros de plus-value sur cette maison. Je vous montre des petites photos. Donc voilà, donc ça, c'est les combles qu'on a divisés en deux pour faire 2 chambres et une salle de bain. Et donc, ça, bah, c'est l'extérieur. Vous voyez, on a fait une piscine. Bah, ça, c'est le travail de ma femme qui est métallière. Donc, on essaie beaucoup, en sachant qu'aujourd'hui, on ne ferait plus des choses comme ça parce qu'en fait, on a fait ça, c'était il y a quasiment 10 ans, hein. Donc, aujourd'hui, nos goûts ont beaucoup évolué. Mais c'est pour vous montrer aussi que nous, nos objectifs, c'est d'essayer vraiment de faire des biens coup de cœur. Et du coup, on va pouvoir les vendre plus cher que le prix moyen au mètre carré. C'est vraiment de provoquer le coup de cœur pour que quand les gens, par exemple, cherchent une maison, bah, vous voyez, de 145 mètres carrés à peu près sur le secteur. Oui, la note est peut-être plus chère, mais la note, il n'y en a pas une deuxième comme ça. Et ça, c'est hyper important. Alors, on ne peut pas non plus vendre à un prix qui est complètement décorrélé des prix moyens, mais on sait qu'on va pouvoir être vraiment en haut de la fourchette. Donc, voilà pour ce premier bien. Et le problème avec la RP, c'est qu'en fait, pourquoi beaucoup de gens restent bloqués, c'est que c'est difficile de quitter sa RP. Parce qu'en fait, souvent, enfin, c'est notre bien qui vaut un peu le plus cher. On se dit, mais attends, mais si j'en veux une deuxième, pré-relais, mais pré-relais, ben, souvent, on ne peut pas avoir beaucoup. Enfin, c'est quand même, c'est des petites enveloppes, quoi. Ou alors, on la revend, mais du coup, il faut partir en loc. Et dès qu'on a des gamins dans la balance, ben, je sais que c'est compliqué. Donc, nous, on avait très envie de partir, mais on ne trouvait pas le moyen de partir. On avait l'air un peu bloqué. Et on tombe sur cette petite maison, en merveilleux état, comme vous pouvez le voir sur la deuxième photo. Donc, c'était une maison à la mer, à la Bernerie, là où on habite aujourd'hui. 33 mètres carrés, 200 mètres de la mer. Le gars a eu 700 demandes en 24 heures parce qu'elle était affichée à 80 000 euros. Et en fait, au final, c'est plutôt cher parce que vous allez voir que c'est sur un terrain de seulement 90 mètres carrés, maison comprise, hein. Et donc, au final, vu qu'on a dû raser la maison quasiment, ça revient à acheter 1000 balles le mètre carré de terrain, ce qui est ultra cher. Mais, petite surface, il y en a peu, donc ça vaut aussi plus cher. Et donc, 150 mètres de la mer. Elle était affichée 80 000. On a fait une offre au-dessus parce qu'on savait qu'elle était sous-évaluée et qu'il y avait 30 personnes derrière nous pour visiter et qu'il y avait même eu la surenchère derrière. Je vois Charlie et Lisa, vous avez ouvert votre micro. Vous voulez poser une question ou pas? Ouais, non, je me demandais juste où elle était. C'est à la Bernerie, proche de Pornic, proche de Nantes, pour ceux qui Ok, connaissent. ok, ça marche. Vous nous voyez là, parce que j'ai un petit problème de caméra? Non, on Non? voit Bon, personne. bah, Je vois que Alice. ok. Je vais essayer de la mettre. Ça marche. Et du coup, vous voyez, sur cette maison, on a fait... Non, j'ai mis 250, je me suis trompée, c'est 150 000 de travaux, pardon. Sinon, on ne fait plus du tout de plus-value. Mais en gros, on l'a quasiment démoli. On a refait une dalle et on a fait un R+1. On a fait un étage, ce qui fait que au final, on s'était dit, bah, on achète cette maison pour du locatif. On fait juste 33 mètres carrés en mode ultra optimisé design, comme une mini cabine de ski. Vous voyez qu'il y a des fois, quand on va au ski avec des couchages en mezzanine, tout ça. Et puis, la location nous paiera la maison. Et en fait, quand on a vu qu'on pouvait faire un étage, on s'est dit, mais punaise, est-ce qu'on ne pourrait pas y vivre? Donc, c'est ce qui nous a permis, parce que du coup, on l'a acheté pas cher, de
d'aller y vivre et de quitter notre RP. Et vous voyez, on a fait, donc là, on voit comment c'était le dossier. Donc, on a fait des choix aussi assez audacieux. Alors là, c'était pas encore meublé, donc ça fait très vide. Escalier jaune, entrée bleue, voilà, des petits carreaux, enfin, petits carreaux, vous voyez, ça, c'est tout con, mais les carreaux comme ça, en carrelage, en 10-10 avec du joint de couleur, bah, du coup, c'est des carreaux qui coûtent 5 euros le mètre carré, ça coûte que dalle. Mais du coup, on va venir acheter un joint de couleur et tout de suite, ça fait un effet de différenciant et un peu coup de cœur. Vous voyez, des bois comme ça, des bois de plaquage, c'est du bois qui coûte pas très cher, mais tout de suite, enfin, nous, en tout cas, c'est des choses qui nous plaisent. Bon, bah, ça, une entrée en couleur, après, on l'a agencé, hein, c'était pas vite comme ça, mais vous voyez, ça coûte 20 balles de peinture. Et nous, la peinture, c'est vraiment il n'y a pas que ça, mais aussi une de nos astuces pour pouvoir donner du style à un intérieur et pouvoir faire des trucs cool, quoi. Donc, vous voyez, c'est un exemple de ce qu'on a fait un petit peu dans la maison. Est-ce que j'ai d'autres photos de la maison? Ouais, voilà, là on voit l'extérieur. Vous avez vu, ça ressemble plus, ça ressemble plus du tout à ce qu'il y avait tout à l'heure. Effectivement. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu des démarches pour rajouter un étage, comment Ouais, ça s'est passé et tout? oui. Alors en fait, nous on est dans une zone ABF, Architecte des Bâtiments de France. En fait, de toute façon, quand vous avez un projet, et d'ailleurs avant même de faire une offre, quelle qu'elle soit, imaginons que nous on n'avait pas pu, bon, là en l'occurrence c'était une maison, mais ça aurait pu être un garage. Si tu peux pas faire de changement de destination et transformer ton garage en maison, bah, du coup, ton projet, il peut pas exister, donc ça sert à rien de faire une offre. Donc ça, faut toujours aller se renseigner à l'urbanisme sur la faisabilité ou pas de ton projet. Donc nous, on se renseigne sur ce qu'on peut faire et notamment sur l'emprise au sol. En fonction des secteurs, on sait, vous voyez, là, on avait, je dis une bêtise, on avait 33 mètres carrés bah, sur les parcelles de 90. On savait qu'on pouvait rajouter 10 mètres carrés. Donc on a fait, en fait, on a avancé euh, la maison, enfin, on a pété cette cloison-là et on a avancé de 10 mètres carrés pour avoir un peu plus grand au sol. Et puis ensuite, par rapport à l'étage, bah là, c'est un peu à l'appréciation des gens que tu as en face de toi. Et donc, nous, on a envoyé des photos un peu stratégiques parce que toutes les maisons autour de ce côté-là n'avaient pas d'étage, mais la maison devant nous en avait un. Donc, en fait, c'est comment tu vas tourner aussi ton dossier. Donc, on a pris pas mal de photos avec d'autres points de vue pour montrer que bah, il y avait de l'habitation avec un R+1 dans le quartier. Et puis que nous, ça allait être notre résidence principale, qu'on allait y vivre. Enfin, ils peuvent être aussi sensibles à ce qu'on va faire comme projet. Vous voyez, donc voilà, et une fois que ça a été accepté, enfin du coup quand on a fait notre offre, on a mis bien sûr la condition suspensive d'acceptation de notre projet. Ça fait toujours chier les vendeurs, mais c'est hyper important, parce que comme je vous le dis, si au final on achète un truc et que je sais pas, t'achètes une boulangerie pour faire un appart, et puis qu'en fait, parce que le vendeur te dit, oui, oui, pas de souci, on peut faire de l'habitation, et qu'en fait la mairie te dit non, bah tu te retrouves avec une boulangerie, quoi. Donc à moins de savoir faire du pain, je vois pas le truc, quoi. Donc, toujours, on met ça dans les conditions suspensives et on check la faisabilité du projet, même si ça fait chez le vendeur parce que ça rallonge les délais de vente, c'est pas grave. De toute façon, dites-vous que si vous faites cette demande, l'acquéreur qui viendra derrière vous, il aura aussi cette demande-là. Il pourra pas vendre de toute façon un truc miteux comme ça, ne se serait jamais vendu sans avoir un permis derrière, quoi. Mais donc, c'est vrai que c'est des projets un peu à rallonge parce que ça demande un peu plus de temps, quoi. Vous aviez fait appel à un architecte, un maître d'œuvre? Alors là, moi c'est ma femme qui fait tous les plans, mais par contre on a pris juste un maître d'œuvre parce qu'on était à 1 heure de route et que comme c'est un bien avec de la démol où il fallait refaire tous les réseaux d'eau, les évacuations, etc. et que ça on maîtrisait moins, on s'est dit lui il va pouvoir checker 2 fois par semaine, surtout au moment de la démol. Et du coup c'est pour ça qu'on a pris un maître d'œuvre. Mais en fait on lui a fourni tous nos plans. Parce que c'était t'imagines, dans 72 mètres carrés, ce qui n'est pas immense, on a mis 3 chambres avec des lits de 160, salle de bain, 2 toilettes, espace télétravail, cuisine, salon. Donc tout est Au millimètre. Ouais, tout était au millimètre. Donc les plaquistes, fallait des bons plaquistes, quoi. Voilà. Ok. Donc on en a fait cette petite pépite un peu de design dans laquelle on a vécu. En fait, quand on est arrivé là, on s'est dit, on sait que dès qu'on retrouve un truc plus grand, on bouge. Parce que 72 mètres carrés à 4, ça peut passer pour plein de gens. Mais pour nos enfants qui avaient grandi 6 ans dans 150 mètres carrés, bah, en fait, ils passent leur vie à faire des cabanes et à courir. Et là, c'était un peu rude.
Donc En termes voilà. de travaux, avant que tu passes à la suivante, en termes de travaux, qu'est-ce que vous avez fait vous-même, fait faire? Est-ce que vous avez fait des choses ou est-ce que vous avez tout Ouais. été? Alors nous, on fait faire là, du coup, on a fait faire, comment dire, toute la coquille en fait. C'est-à-dire que nous, on nous livre une coquille vide et nous, ensuite, c'est pose des sols, peinture, pose de cuisine, aménagement intérieur, placard, carrelage. Vous voyez la salle de bain. Enfin, du coup, c'est des vieux éviers d'école qu'on récupère. Sous l'évier, on a mis un reste de carrelage en terrazzo qu'on avait au sol. Enfin, du coup, nous, on fait tout l'intérieur, quoi. Et Ok. on chine énormément. Et il faut savoir que nous, notre objectif, c'est ce qu'on avait fait dans la maison d'avant, mais je suis pas sûre qu'on le voit. Il n'y a pas de photo de l'intérieur terminée mince. En fait, on essaie de vendre des intérieurs clés en main. C'est-à-dire que cette maison-là, par exemple, vous voyez, là, il y a une lampe, c'est des lampes un peu qu'on chinait à l'époque. Les gens nous ont racheté même le rideau de douche. J'exagère pas, c'est vrai. Donc, ça veut dire qu'ils nous ont racheté les lits, le rideau de douche, tapis, lampes, étagères, tout, tout, tout. Et dans cette maison-là, on a poussé le truc plus loin, c'est-à-dire que comme c'était tout petit, on n'a fait que de sur-mesure. On n'a aucun meuble manufacturé. Vous voyez la table qui est là? C'est une table qui fait un peu table de physique-chimie. Là, c'est une table carrelée qu'on a fait sur mesure. On ne peut pas la bouger, en fait, de toute façon. Et donc, la dame, là aussi, a voulu tout nous racheter, toutes les lampes. Et ça se négocie souvent après la vente. Parce que quand ils achètent, ils se rendent compte qu'en fait, si on enlève tout, toute notre déco, c'est quand même moins chouette. Et donc souvent, c'est un petit billet. Enfin, nous, on fait sur cette maison-là, je crois que la dame nous a rajouté 4 000 euros, je crois, pour toutes les lampes, etc. Et c'était 3 ou 4 000 euros aussi pour la maison d'avant. Et nous, ça nous arrange parce que c'est con, mais enlever toutes les lampes d'une maison, ça prend un temps fou. Et à l'inverse, pour les gens qui emménagent, ils ne se rendent pas compte que la moindre suspension coûte 80 balles et à plein de gens ne savent même pas les poser. Donc c'est un peu gagnant-gagnant, quoi. Mm. Vous voyez, là, elle a racheté notre canapé parce qu'il était parfaitement adapté. Ça, c'est tout sur mesure. Donc de toute façon, on ne peut pas l'enlever. Ça aussi. Bah, l'espace télétravail, c'est pareil. Et nous, ça nous permet, aujourd'hui, comme notre stratégie, on le sait qu'aujourd'hui, dans notre vie, bon, sauf si la loi passe des 5 ans, où il faut rester 5 ans dans sa RP, bon, bah, on y restera 5 ans. Mais sinon, aujourd'hui, on crée que des intérieurs sur mesure où, en gros, je rigole pas, hein, on peut partir avec nos fringues, les plantes, les bouquins, les enfants, le chat, le chien, quoi. Et c'est tout. Mais tout le reste, on laisse la maison qu'on est en train de faire là, c'est pareil. On laisse tout. Ok, trop bien. Et du coup, puisque vous avez quand même fait beaucoup de travaux vous-même, est-ce que vous aviez déjà fait avant? Est-ce que vous avez appris sur le tas? Est-ce que vous avez des gens dans votre entourage qui savent faire? Enfin, comment vous y êtes prise en Bah, moi, ma femme, elle est métallière depuis 25 ans. Donc, du coup, alors, bah, elle est artisan. Donc, en fait, dans l'artisanat, c'est con, mais c'est à peu près tout faire. Enfin, main? là, c'est elle qui a fait toute l'étagère, qui a fait tout le bois, le meuble sur mesure, qui a fait l'escalier. Moi, je suis la petite main. Donc, par exemple, là, j'ai fait le carrelage partout. Par exemple, j'ai fait le carrelage, je peux poser des sols, je peux faire un peu de placo, mais bon, souvent, comme il y a des aides, des fois à la réno, tu n'as pas toujours intérêt à le faire. Mais moi, c'est assez basique, quoi. Par contre, elle, là, elle nous a fait un cabanon dans cette nouvelle maison, un cabanon de jardin, isolé, toiture, tout de 20 mètres carrés de A à Z, quoi. Donc, j'ai de la chance. J'ai tiré un bon numéro. Mais il y a des choses qui s'apprennent. C'est-à-dire que quand je l'ai rencontrée il y a 13 ans, j'avais jamais fait de peinture. J'avais 25 ans, j'avais jamais fait de peinture. Et ça s'apprend. Et en fait, il faut aussi être indulgent avec soi-même. C'est évident que ça sera peut-être moins bien fait qu'un pro, mais en fait, tu vas apprendre, tu vas monter en compétences. Je trouve que c'est des moments géniaux en plus. Nous, je veux dire, on éduque aussi nos enfants dans cette dynamique-là et je trouve ça hyper chouette en fait de les voir un peu bricoler à leur échelle. Et moi, je trouve que c'est une richesse incroyable de savoir faire de ses mains. C'est incroyable. Et vous allez Hmm. le voir après. Je me suis lancé du coup un défi de faire un appart toute seule. Alors, quand ma nana est venue regarder, elle m'a dit c'est beau de loin, mais c'est loin d'être beau. Parce que du coup, bah, elle a un œil bien aiguisé. Donc voilà, donc ça, c'est les photos de la deuxième maison. Euh, Est-ce que je passe à la troisième du coup? Ouais, Ouais. forcément. Donc, comme je vous disais, cette petite maison-là, on s'est très vite dit, si on trouve quelque chose, on la remet en vente. On n'y a vécu que 1 an et 3 mois, je crois. Ok. Donc, Et donc, c'est celle-là, tu disais 100 000 de plus-value. sur celle-ci, 100 000 de plus-value. Mais ce qui est ouf, c'est que les 100 000 de plus-value, on aurait pu les faire dès le lendemain où on a emménagé, en fait. Ouais. On aurait peut-être même fait plus parce que le marché était plus haut à l'époque. Donc, celle-ci, 100 000. La première, 200, un peu plus même. Et donc, celle-ci, c'est celle dans laquelle on est aujourd'hui.
N'hésitez pas à suivre notre compte Insta parce que du coup, on montre un peu tous les travaux et où on en est. Donc celle-ci, elle est à 800 mètres de l'autre. C'est une maison qu'on dit nantaise. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est qu'en fait, il y a un rez-de-chaussée souvent voilà, qui fait 70 mètres carrés, l'étage qui fait 70 mètres carrés, mais toutes les pièces de vie étaient à l'étage. Et souvent, c'est des maisons où en bas, c'était du stockage. Vous savez, les anciens, ils mettaient leurs conserves, mais en fait, il n'y avait pas de pièces de vie. Et en fait, c'est des maisons qui sont complexes pour se projeter parce que il y a deux niveaux de même superficie. Et en fait, souvent, les rez-de-chaussée sont très bas. Donc souvent, une des solutions, c'est de décaisser le rez-de-chaussée pour regagner de la hauteur. Là, en l'occurrence, on n'a pas eu besoin parce que c'était des anciens artisans qui avaient construit cette maison fin 60. Donc, en fait, il y avait déjà la hauteur. Donc, c'était génial. Donc, il y a 70. On l'a acheté 300 000. J'ai grossi les chiffres. Je ne vous ai pas donné tous les détails pour faire simple, mais on l'a acheté 300 000 hors frais de notaire. Donc, je crois qu'on est à 330 quand même, un truc comme ça. On fait 150 000 euros de travaux, mais on a eu 43 000 euros d'aide à la rénovation. Donc, quand je vous dis qu'on fait 250 de plus-value, on peut potentiellement dire 300 parce qu'en fait, notre enveloppe travaux, en fait, elle est de 150, mais on a récupéré 43 000 euros d'aide à la réno. C'était Donc, sur quel poste les aides à la réno que vous avez récupéré? alors là, c'est la réno globale, donc c'est pour huisserie, isolation, la pose du poêle à granules, et voilà, c'est ça. Et c'est quand même, si vous voulez d'ailleurs des conseils à la fin parce que, après ça change tout le temps, l'aide à la réno, mais on avait de la chance d'être encore dans la catégorie très modeste parce que j'avais démissionné, donc j'ai pas eu de revenus pendant plusieurs mois. Ma femme, elle est artisan, elle gagne pas beaucoup. Donc aujourd'hui, on pourrait plus avoir cette somme-là, mais on est tombé la bonne année. Des fois, ça se joue à une année, hein. Donc maison de bord de mer, et là pareil, on se dit on va en faire un petit cocon assez chouette. Et design est vraiment s'éclater. Donc bon, vous voyez, on a tout. Alors, on a tout pété. Quand il y a des postes qui sont assez faciles à faire pour faire baisser les coûts, par exemple, la démol. La démol, le fait de le faire nous-mêmes, alors c'est chronophage et tout, mais on a économisé à peu près 10 000 euros quand même. En fait, je ne sais pas si vous voyez, si là on voit bien. Vous voyez la tapisserie et on voit ici du parpaing. Et en fait, l'isolation à l'ancienne, il n'y avait pas de laine de verre, c'était juste de la brique. On appelle ça de la brique plâtrière qu'on voit ici par terre. Et donc, en fait, dites-vous que toute la maison, toute la périphérie était en briques plâtrières sur 7 centimètres. On aurait pu isoler par-dessus, mais on s'est dit, non, on va tout péter pour gagner 7 centimètres partout dans la maison. Bon, et donc du coup, on a passé, franchement, je sais pas combien de week-ends à faire ça, beaucoup. Mais bon, l'avantage, c'est que ça peut se faire avec vous voyez, c'était des gros morceaux, enfin, c'était assez fatigant. Et puis, on a aussi pété un plafond pour faire, vous allez voir, une salle de jeu de 5 mètres de haut, avec barre de pompier, mur d'escalade, voilà, les enfants, ouais. Et ça, du coup, quand vous faisiez les travaux, vous étiez encore dans l'ancienne maison? Ouais, Ok. on était encore dans l'ancienne maison. On avait de la chance en plus de pouvoir, là, on n'a pas pris d'architecte, rien du tout, parce que du coup, là, on est à 800 mètres, donc moi, j'ai pu passer sur le chantier tous les jours. S'il y a un artisan qui disait, ah, j'ai un doute, hop, Joanne, elle pouvait passer le matin avant d'aller au travail, voir l'artisan. C'était très, très facile. Dès que vous êtes loin de chez vous, c'est quand même un peu plus complexe. Dites-vous qu'un maître d'œuvre va prendre en moyenne 10% du montant total des travaux. Et des fois, surtout quand on ne s'y connaît pas en travaux, comme il travaille avec ses artisans, souvent il y a des coûts plus maîtrisés aussi. Donc des fois, moi je trouve que ça vaut vraiment le coup de prendre un maître d'œuvre. Nous, peut-être qu'on le refera un jour, hein. C'est pas parce qu'on a les compétences qu'on le refera pas. Si c'est un projet loin de chez nous, on le refera sûrement. Donc vous voyez, alors tout n'est pas fini, mais vous voyez là, on a fait cette cuisine. Voilà, c'est la cuisine, le salon. Ça On a c'est racheté le même canapé. Ouais, on l'adore, on a racheté le même canapé. C'est super sympa. Ouais. Donc voilà. Et donc là, c'est ma chérie qui a fait toutes les lampes aussi. Et donc ça, l'idée de cette RP, on sait qu'on va pas y vivre longtemps, mais là, c'était vraiment de faire un peu plus haut de gamme pour la vendre vraiment 650, 700 000. C'est vraiment l'objectif. Après, je ne vais pas vous cacher que j'ai eu beaucoup de collabs sur cette maison. Par exemple, le parquet à 200 euros du mètre carré, jamais j'aurais payé ça. Donc là, on nous l'a offert, donc c'est plutôt cool. En échange de vidéos. Mais sinon, voilà, c'est des coûts plutôt maîtrisés. Vous voyez, c'est tout bête, mais par exemple, un meuble de salle de bain, souvent, nous, on trouve ça assez moche ou impersonnel ou ça coûte très cher. Bon, ça, c'est un meuble qu'on a chiné, je crois, 100 euros.
Dessus, on peut se faire plaisir. On a mis 150 € dans la vasque. Bah, aller trouver un joli meuble de salle de bain à 250 € aujourd'hui, ça n'existe pas, quoi. Mhm. Donc, ça, c'est des conseils pour faire baisser les coûts. Et ce qui est important aussi, c'est d'avoir en tête que, vous voyez, la petite maison d'avant ou même celle-ci, on va être quand même sur un coût de réno à 1500, 1008 du mètre carré. Il y a des secteurs où il faut être hyper vigilant. C'est pas intéressant d'aller mettre 1800 € de travaux de rénovation. Là, vous allez me dire si vous voulez que je revienne dessus, mais là, nous, dans notre ville, les biens se vendent entre 4 et 6 000 € du mètre carré. Donc, c'est intéressant. Mais imaginez que vous habitez dans une ville, je sais pas, où le prix moyen, il est à 2000, 2002 du mètre carré pour des biens rénovés à la revente. Le coût d'achat du terrain ou le coût d'achat de la maison, même si vous achetez 1000 € allez, votre maison du mètre carré parce qu'elle est vraiment pourrie, si derrière vous faites 1500 € de travaux, vous êtes au-dessus du prix marché. Donc, vous allez perdre de l'argent. Et en fait, c'est pour ça que la RP, faire des bascules sur l'achat-revente de RP, si vous êtes dans une zone avec un coût de travaux, enfin, un coût, pardon, à la revente qui est bas, bah là, il faut se poser la question. C'est compliqué de faire une plus-value. Plus vous êtes dans une zone haute, plus vous pouvez faire de la plus-value facilement. Parce que je vous donne un exemple. À côté de chez nous, il y a La Baule. La Baule, c'est 10 000 € du mètre carré. J'exagère même pas, hein. Et bah, à La Baule, si tu rénoves et que tu as 1500 balles du coût de la réno, bah, tu t'en fiches parce que chaque mètre carré rénové, tu en gagnes 3 ou 4 000. Donc, c'est énorme, vous voyez? Et à l'inverse, quand vous allez faire du locatif, par exemple, eh ben, on va essayer de s'éloigner des secteurs où c'est très cher au mètre carré. Mais Alice vous le dit peut-être, voilà, parce que du coup, bah, là, c'est compliqué d'avoir une bonne rentabilité. Ouais, Donc, c'est pas les mêmes logique, les mêmes stratégies? leviers. Ouais, exactement. Non. Donc, voilà, pour nos RP, nous, on va chercher toujours des secteurs peut-être un peu plus, pas UP, mais des secteurs recherchés où on sait qu'il y a de la demande et qu'on pourra revendre cher. Oui, bah voilà, là on voit, là, on a fait une piscine aussi dans cette maison qu'on n'a pas encore terminée. Une piscine en autoconstruction, hyper galère. Et là, bah, on voit un petit bout, mais comme c'est pas fini, j'ai pas toutes les photos, mais mur d'escalade, barre de pompier, tout ça. Donc on a souvent les copains des enfants à la maison du coup. Une question en passant justement sur ton calcul, je me permets, je te coupe, mais Oui, bien sûr. sur le secteur, par exemple, à, on va dire 5 000 €, Oui, toi, tu vas donc aller chercher des maisons qui sont, admettons, à 2 000 € enfin, elles sont à 2 000 € de leur mètre carré. Donc, ouais. pour pouvoir trouver une maison à 2 000 € du mètre carré dans un secteur qui en vaut 5 000 rénové, et tu prends des baraques qui doivent quand même être dans un sacré sale état, ou alors qui ont vraiment un problème relou, parce que j'ai l'impression que tu vois les maisons des années 60 qui sont plutôt clean, elles sont juste vieillottes, elles vont pas se Ouais. vendre 2 000 € du mètre. Bah, tu vois, Donc, j'étais en train de faire mon calcul parce que j'avais pas regardé combien on l'avait payé. Mais tu vois, celle-ci, on l'a payé 2140 du mètre ouais. carré. Donc en fait, euh, dis-toi que pour aller trouver des bonnes affaires, parce qu'il faut aller chercher soit des anomalies de marché, ça c'est plus compliqué, ou alors des biens qui font un petit peu peur. Ou alors, et là par exemple c'était le cas, cette maison, elle est hyper bien placée. Elle n'était pas à un prix qui était déconnant, ça faisait 6 mois qu'elle était en vente, mais il y a eu 2 offres acceptées, mais derrière il y a eu des refus de prêt. Et c'est con, mais en fait moi je suis arrivée la troisième et j'en ai profité. Parce que du coup ça faisait 2 fois qu'elle avait dit oui et qu'il n'y avait pas eu les financements. Donc elle a perdu peut-être 1 an et demi, c'est énorme. Enfin, pas 1 an et demi, non, j'exagère, parce qu'elle a perdu 9 mois, tu vois, mais ce qui peut être beaucoup. Elle est pressée de vendre. Moi, j'arrive avec une offre un petit peu plus agressive, mais du coup, elle sait que j'avais une garantie de financement, on avait un gros apport, et du coup, on l'a eu grâce à ça, tu vois. Ça peut être, bon là, en l'occurrence, la maison nantaise, le rez-de-chaussée n'était pas enclavé. Mais une maison nantaise, bah, j'en ai visité une aujourd'hui parce que je visite des immeubles là. Et j'ai visité une maison nantaise qui serait à transformer en petit immeuble. Elle part pas pour du particulier. Pourquoi? Parce que les gens ne voient pas quoi faire au rez-de-chaussée. Mais nous, on sait que le rez-de-chaussée, on peut le décaisser et que je sais combien ça coûte. Donc, tout de suite, je peux la rentrer dans mon estimation de travaux. Et puis, il faut aussi vous dire que vous n'avez rien à perdre à faire des négos agressifs parfois. Tu vois? Alors, si le bien il est en vente depuis une semaine, ça va être compliqué. Mais si tu vois que ça fait 3, 4 mois, et ben, tâtez le terrain. Demandez à l'agent, vous pensez qu'il y a quelle marge de négo? Il va peut-être vous dire, bah, il n'y en a rien, elle vient de sortir. Et vous le rappelez dans 2 mois. Bah oui, mais elle est toujours en vente. Ouais, en effet, le vendeur s'impatiente. Il faut tenter des négos. Et si tu te fais bouler 9 fois, mais il suffit que d'un pour avoir une bonne affaire. Tu vois?
Mais Ok. ouais, voilà. Et puis, bah, en fait, pour trouver une bonne affaire, il y a bien sûr la réactivité, parce qu'il y a vraiment des biens des fois qui sortent et qui sont à un bon prix dès le début. Donc ça, la seule façon de se positionner, c'est d'être réactif, d'activer votre réseau, de parler de votre recherche. Autre solution, c'est plus compliqué, mais c'est si vous avez un gros apport ou un super dossier, là, vous pouvez vous démarquer par rapport à d'autres acquéreurs. Et puis sinon, c'est faire ce que j'appelle un peu du tracking, ce que je ne fais pas parce que je suis une quiche en administratif, mais c'est repérer quand les maisons sortent, à quel prix, depuis combien de temps elles sont en vente. Castorus peut vous aider, mais ils n'ont pas beaucoup d'annonces en ligne, mais ce site est plutôt pas mal. Et puis, voilà, le temps fait bien les choses, quoi. Nous, celle-ci, moi, je l'avais vue quand elle était sortie à 6 mois et on n'était pas allé la visiter. Et c'était drôle parce que ça faisait que 10 jours qu'on avait fini les travaux dans la petite. Et Joanne, ma femme, me dit, bah, ça y est, je veux bien qu'on recherche. Je dis, bah, écoute, il y a une maison qu'elle a depuis 6 mois, on est allé la visiter, on l'a achetée le jour même. Voilà. Et elle avait bougé ou vous l'aviez pas visitée parce que... On ne l'avait pas visitée parce qu'elle n'était pas prête. Donc, oui, rien à voir. Ah, Là, ok, c'était d'accord. juste perso, on était encore dans les travaux de l'autre. Mais elle était sortie à 360 au début. Et nous, on a fait une offre à 290. Elle était descendue à 340. D'ailleurs, ça a fermé complètement la propriétaire. Ouais, je Donc, sais. elle a refusé. Et elle l'a vendue à 5 000 € de plus à un autre couple. Donc, on était dégoûtés. Et en fait, ça arrive souvent, hein, des gens qui se rétractent. Très, 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 très souvent. Et on nous a appelé un mois après pour nous dire qu'en fait, elle revenait, qu'elle était OK à 300 000. Et du coup, on a fait une offre à 300 000. D'accord. Voilà. Mm. Waouh. L'immobilier, c'est aussi une histoire d'humain, hein, c'est-à-dire que des fois, tu sais pas pourquoi. Nous, on y pensait tous les jours, cette maison, on se disait qu'elle était pour nous. Je crois pas au destin, à ces choses-là, mais il y a des choses qui se jouent des fois, tu comprends pas pourquoi, mais voilà. Il y a des biens, ils Mm. sont pour toi. Carrément. Donc voilà, et donc cette maison, bah voilà, bah là, voilà, je vous ai montré un petit peu ce qu'on est en train de faire. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Et donc, comme je vous disais, nous, notre but, c'est vraiment de se dire, bah, on fait des biens clés en main pour pouvoir partir facilement et pouvoir faire des grosses plus-values. Imaginons qu'on part sur une estimation basse, enfin très honnête de celle-ci à 200 000 € de plus-value, enfin sur 3 opérations, ça nous fait 500 000 € de plus-value. C'est exonéré d'imposition, on ne paye rien là-dessus, c'est nos résidences principales. Bah, dites-moi un truc, vous pouvez faire 500 000 € dans votre poche en aussi peu de temps, quoi. Ben, c'est quand même assez incroyable. Il faut rester un minimum de temps. Non. Non. En fait, il y a une loi qui est en cours, je vous en parle parce que c'est important, mais moi, cette loi ne me dérange pas. Elle dit qu'il faudrait rester 5 ans dans sa résidence principale pour être exonéré totalement de plus-value. Mais il faut savoir que nous, cette maison-là, celle que vous voyez, on y vit depuis juillet, mais déjà, on l'a achetée il y a un an. Parce que souvent, entre le moment où tu achètes et puis que tu emménages, il y a déjà un an. Donc finalement, bah, déjà, dans 2 ans et demi, on peut rechercher, en fait. Tu vois, tu peux rechercher, donc c'est pas si long que ça, mais aujourd'hui, il n'y a rien. Nous, celle d'avant, on est resté bah, un mois dedans. Ce qu'il faut faire attention, c'est le caractère répétitif, mais c'est très subjectif. Mais si vraiment, tous les ans, t'achètes, tu revends, tous les ans, et que tu fais ça 10 fois à suivre, oui, peut-être là, on va te dire, mais madame, vous faites du marchand de biens, mais pour que tu arrives là, il faudrait vraiment... Enfin, faut s'accrocher, quoi. Ça fatigue les travaux. Donc, même moi, je trouve 5 ans, franchement, c'est cool. Je viens de te dire 200 000 € tous les 5 ans qui tournent de pas. Vous voyez, c'est plutôt chouette, quoi. Et nous, c'est clairement ça qui nous a permis d'améliorer nos conditions de vie parce que, donc aujourd'hui, euh, cette maison-là, on n'a plus d'emprunt dessus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. À la base, je suis travailleur social, je suis au SMIC et ma femme, c'est pareil, elle se paye 1 300 € par mois. Vraiment, hein, je vous le dis. On n'a pas, enfin, et on a eu, pour être transparente, si on a eu de l'apport, on a eu une donation. En gros, au tout début, il y a 10 ans de nos familles, on a eu 60 000 €. Donc c'est vrai que ça, c'était pas mal. Mais au pire, on aurait fait une maison de plus pour arriver à ce résultat-là, à peine. Mais c'est ça qui nous a permis aussi d'acheter la première. Et donc aujourd'hui, bah, cette maison-là, elle est estimée à 700 000 €. Donc c'est-à-dire qu'on a 700 000 € de patrimoine net. Elle est payée. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'aller d'aller lever de la dette pour du locatif et pour d'autres projets. Et ça rassure les banques de voir qu'à 37 ans, c'est plutôt cool d'avoir une maison qui a cette estimation et qui est payée. Mm. Et ça, c'est grâce clairement aux travaux, quoi. Mm. Et du coup, je voulais vous montrer une petite OP de marchand de biens que j'ai fait. Et elle est intéressante parce que je voulais vous la montrer parce que là, j'ai pas fait du tout du haut de gamme. En fait, c'est un appartement que j'ai acheté à Nantes.
Euh, Vous voyez ce que c'est le métier de marchand de biens? Où je fais un petit... Ouais, Tu peux faire un petit ouais, topo un si petit topo peut-être rapide. en replay, Ouais. il y en a qui savent pas. Donc, marchand de biens, c'est on achète, on transforme, on revend. Par transformation, ça peut juste être de la découpe. Tu achètes une maison, tu la divises en 3 lots. Par exemple, tu arrives à en faire 3 apparts et tu revends 3 apparts sans faire les travaux ou en faisant les travaux. Ça peut être aussi acheter une maison, revendre un terrain à bâtir et revendre la maison. Juste des démarches administratives. Mais moi, ce que j'aime, vous l'avez compris, c'est faire du clé en main. Et ça aussi, c'est du marchand de biens. Donc, j'ai acheté un appart dans un quartier populaire de Nantes que j'ai pas acheté cher du tout. Je l'ai acheté 114 000 euros, frais de notaire inclus. Il faisait 57 mètres carrés. Ok. Donc, je l'ai acheté 2 000 euros du mètre carré à Nantes. Mais je suis sur un quartier, vous voyez. À Nantes, on peut revendre jusqu'à 6 000 du mètre carré, dans les quartiers les plus chics. Moi, je savais que sur mon quartier, si je revendais 3 000, c'était déjà vraiment pas mal. D'où le fait qu'il faut très bien analyser vos quartiers. Vous voyez, sur Meilleurs Agents, tout ça, vous vous rendez compte que dans certaines villes, bah, par exemple Nantes, peut-être tu es à Place Gralin, tu vends 6 000, mais tu es dans la rue où tu es, je sais pas, 2 kilomètres plus loin, tu revends 1 700 dans une barre HLM. Enfin, vous voyez, c'est très important une analyse fine. Donc, du coup, je l'ai acheté 2 000 du mètre carré. Je l'ai rénové en 30 jours avec 30 000 euros, c'était mon objectif. Donc, pour 500 euros du mètre carré. Et on a refait les fenêtres, les sols, porte d'entrée, cuisine, déco, électricité et un peu de plomberie. Donc, plutôt cool. Et donc, du coup, là, j'ai fait faire l'électricité. J'en ai eu pour 7 000 euros par un électricien. J'ai fait faire le changement de la porte d'entrée, un tout petit peu de plomberie. Après, c'est moi qui ai changé les huisseries. Je vous le conseille pas forcément, mais c'était avec un ancien ami artisan à la retraite qui m'a dit, si, Maud, vas-y, fais-moi confiance. Je lui ai fait confiance. Mais le problème, c'est que comme je revends en tant que marchand, je suis pro. Et s'il y a un souci derrière, bah, c'est pour ma pomme. Donc, un peu plus touchy. Mais ça se fait, en tout cas, pour vous dire que ça peut se faire, de changer des fenêtres. Et en vrai, c'est pas si compliqué. Et ensuite, j'ai fait moi-même la réno générale, la déco et tout. Et donc, je vous donne les chiffres après. Vous voyez, ah oui, j'ai pas retrouvé de... Ah mince, doit manquer une slide où je vous mets les chiffres. Bon. Donc ça, c'est l'appartement après. Vous voyez, j'ai pas cherché à faire non plus des trucs extraordinaires parce qu'il fallait que ça soit rapide. Il fallait que... On n'est pas sur un quartier à 6 000 euros. Donc, il fallait que ça soit voilà, efficace. Coup de cœur quand même. Vous voyez, c'est des trucs tout cons. Mais... Oh, il me manque une slide. Bon, c'est pas très grave. Et vous voyez, bah là, il y avait un ancien placard. Là, on voit pas bien, mais j'ai fait un espace télétravail tout en bleu dans le placard aussi. De la tapisserie ici. J'aurais pu décider de fermer pour faire 2 chambres, mais je me suis dit, bah, j'ai donné une enveloppe travaux. Je l'ai vendu comme un très grand T2. Mais vous voyez, il y avait possibilité de fermer, de faire un T3, mais je laisse à charge de l'acheteur s'il a envie de le faire. Et donc, je l'ai revendu, accrochez-vous bien. Mais après, c'est pas la marge que je me suis faite, je vous le détaillerai après, mais je l'ai acheté 114 000. Je l'ai revendu 190 000. 6 mois après, enfin, même pas 6 mois. Enfin, j'ai fait 30 jours. 30 jours dans l'appart, c'était mon défi. J'ai fait des vidéos sur Insta, c'était 30 jours pour rénover un appart avec 30 000 euros. Et donc, j'ai tenu, je suis même un petit peu en dessous du budget. Et du coup, je l'ai revendu 189, mais bien sûr, il y a plein de choses à enlever de tout ça. Il y a 8 000 euros de frais d'agence, il y a tous les travaux, les assurances. Donc, en gros, il me reste quand même 38 000 euros de plus-value sur un appart pour y avoir passé 30 jours de travaux, ce qui est quand même cool. C'est pas extraordinaire, mais j'avais besoin de me faire la main sur un petit truc facile pour une opération de marchand de biens. Donc, voilà, un exemple. Et aujourd'hui, on va continuer le marchand à côté sur des plus grosses opérations. Et du coup, là, quand tu dis que tu l'as fait en marchand de biens, tu l'as fait en nom propre ou tu l'as fait en société? Non, avec ma société de marchand de biens. Ok. Ouais, je gère la société. Donc, et ce qui est cool, pour faire rapide, mais avec la société de marchand, ce que je trouve vraiment chouette, c'est que c'est un à côté qui est plutôt chouette parce que, vous voyez, là, j'ai un peu vécu sur la société, vu qu'on est imposé à l'IS, l'impôt sur les sociétés. Et bah, du coup, on peut enlever tellement de charges que bah, tu peux te verser un revenu avec la plus-value. Moi, j'étais au chômage, donc je ne me suis pas versé de revenus. Mais vous voyez, je me suis payé une formation, 10 000 euros d'indemnité kilométrique, de la bouffe, etc. Et au final, là-dessus, j'ai payé 1 500 euros d'IS sur cette opération. Donc, plutôt hyper intéressant. J'aurais pas pu me dégager de revenus. Je pourrais pas me rémunérer avec 40 000 euros de plus-value. Pour vivre du métier de marchand, moi, j'estime qu'il faut une plus-value de 100 000 euros, en gros, sur une année.
pour pouvoir te verser un salaire aller de 2000-2005, plus les ICA et être confortable. Et comme en immobilier, bah, il y a une temporalité qui est incompressible, c'est-à-dire que tu rénoves un studio ou une grande maison, tu as toujours 3 mois entre la signature chez notaire et l'obtention des clés. Tu as toujours 3 mois quand tu l'as vendu. La commercialisation bah, va prendre autant de temps entre un studio et une grosse maison. Et donc finalement, vous voyez, un appart comme ça qui me rapporte 40, j'aurais pu faire une grosse maison en un tout petit peu plus de temps, mais pas beaucoup plus, et faire les 100 000 de marge, vous voyez. Mm. Donc généralement, les marchands, ils vont pas chercher ça. C'est que moi, j'avais envie de me rassurer avec une première petite opération, quoi. Donc voilà, et ce que je vous dis pour finir, c'est j'ai mis RP amour toujours parce que bah, on fera toujours ça. Enfin, je veux dire, je pense que quand on sera mamie, on fera toujours ça. Nos enfants le savent et on aime ça. Marchand, donc l'idée c'est de poursuivre la rénovation haut de gamme. Et puis on a des projets locatifs. Là, notre objectif en 2026, c'est d'investir dans 3 immeubles de rapport. Donc gros challenge, mais je pense que ça va le faire. Et du coup, j'en ai visité pas mal aujourd'hui. Donc parce qu'on n'a pas encore fait de locatif. Mm. Donc, Ok. contrairement à... C'est pour ça qu'en effet, à Alice, on a des parcours IMO complètement différents et comme quoi, bah, il n'y a pas forcément de... Des fois, le sens, c'est aussi qu'est-ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, quel temps vous avez à donner à vos projets, aussi les objectifs, votre appétence au risque aussi. Parce que forcément, souvent, plus on fait risquer, plus il y a de l'argent et c'est logique. Donc, donc voilà un peu pour le petit tour d'horizon. Je ne sais pas si vous avez des questions sur tous ces sujets-là, n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas, dites-moi. J'ai plein de questions, mais du coup, du coup, donc là, vous êtes vous êtes pas salariées toutes les deux. Du coup, vous êtes, enfin, comment vous faites vos courses avec quel argent finalement, du coup? Alors moi, je vends, j'ai un accompagnement qui s'appelle Pépite. Du coup, j'ai une centaine de femmes là dans l'accompagnement. Euh, donc aujourd'hui, c'est ça qui me rémunère. Mais du coup, ma femme, elle a sa société de métallerie depuis 15 ans. Mais là, bon, ça commence à être officiel. Donc, mais là, elle veut arrêter parce qu'elle en a marre, elle ne se rémunère pas. Et l'objectif, c'est justement qu'on fasse de l'immobilier une vraie source de revenus. Mm. Ok, ok. Et en fait, tu vois, ce qu'il faut, des fois, quand on fait de l'IMO, on pense toujours cash flow, par exemple, cash flow pour pouvoir se rémunérer, etc. Mais aujourd'hui, c'est pas toujours facile d'avoir du cash flow. Il y a plein d'autres façons de se rémunérer. Mais tu vois, moi, ça, j'en avais pas forcément conscience. C'est un truc tout con, mais on pourrait très bien se dire, bah, nos plus-values nous servent de rémunération, tu vois. De façon officieuse, mais on pourrait très bien se dire, OK, j'ai besoin de, parce que tu vois, elle se versait 1005, donc au final, allez, j'ai besoin de 1005. Bon, bah, tu gardes 15 000 euros tu gardes 15 000 euros sur ta plus-value pour pouvoir vivre chaque année, en essayant de dégager d'autres revenus à côté. Si tu investis en locatif, ton objectif, ça va être d'obtenir 24 mois de différé ou à minima 18 mois pour pouvoir percevoir des loyers et toi, tu ne rembourses pas encore la totalité de ton crédit. Donc, du coup, tu vas venir te refaire une grosse trésor, par exemple, tu vois. Là, aujourd'hui, tu empruntes à 3,5. Si les taux, dans 1 an et demi, 2 ans, ils repassent à 2,5, bah, tu fais une modularité d'emprunt et tes 200 euros de cash flow, peut-être qu'ils se transforment en 600 euros juste grâce à ça, tu vois. Il y a plein de leviers, en fait, qui permettent aussi de se rémunérer et il n'y a pas que la rémunération comme on l'entend. Mais c'est une vraie question et en plus, j'ai pas vraiment la réponse parce qu'aujourd'hui, elle va quitter son job. Ça m'inquiète un peu parce que même si moi, Pépite, ça me rémunère bien aujourd'hui, bah, ça reste nouveau. Donc, et après, ça met du challenge aussi, parce que comme il y a un revenu en moins, bah, on n'a pas le choix, quoi. Il faut gagner de l'argent avec de l'immobilier. Autre question. Attendez, je réfléchis. Ario, tu voulais poser une question? Oui, bonjour. C'est Ouais. hyper intéressant. Et peut-être pour la première maison, je me Ouais. souviens plus trop des chiffres, mais du Ouais. coup, enfin, vous aviez un CDI et un revenu artisan, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et un gros Exactement. apport, et ça vous a permis de mettre le pied à l'étrier, quoi. Bah, c'est exactement ça. Ok. C'est exactement ça. Et pour te dire, aujourd'hui, donc là, nous, on va investir en SCI. On va faire une SCI à l'IS, à l'impôt sur les sociétés.
Alors, je peux pas te donner plus de détails que ça parce que c'est vraiment enfin, je suis nulle en tout ce j'ai un très bon expert comptable, en gros. De toute façon, tout là où vous C'est n'êtes pas bien bon, de le savoir. faut vous entourer parce que on peut pas être bon partout et c'est pas grave. Et en gros, là, je vous dis, hein, on est en train d'acheter des immeubles de rapport. Sauf que moi, j'avais juste une auto-entreprise. J'ai dépassé le plafond, donc ça veut dire que je viens de créer ma SARL il y a 15 jours. Donc en gros, j'ai une société qui a 15 jours, ok? Et ma femme, elle est artisan et elle gagne 1 400 € par mois. Donc c'est pas ouf. J'ai appelé 3 banques, les 3 banques nous suivent. Et comment ça se fait d'ailleurs? Qui nous suivent? Ouais, qu'est-ce qui fait déclic chez eux? Parce que c'est Vous vrai que pouvez hypothéquer, non? Alors, il y a cette possibilité-là, en effet. Il y a aussi, en fait, aujourd'hui, dites-vous qu'on a autant besoin des banques qu'elles ont besoin de nous. Enfin, en tout cas, moi, ça, c'est ma croyance aussi. Et que s'il n'y a pas de personnes qui empruntent, enfin, c'est aussi comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Donc, ils ont besoin de personnes qui empruntent. Et en fait, pour moi, ce que je fais, alors, j'ai pas eu d'accord encore, mais sur le papier, elles m'ont dit que c'était OK. Parce qu'en fait, elles vont regarder ton projet différemment. On va acheter en société, tu vois. Donc déjà, ils vont regarder un peu, mais ils vont beaucoup moins regarder finalement nous, comment on se rémunère, ou tu vois. Ils vont regarder le projet en lui-même. Et si tu apportes un projet qui est rentable, enfin, tu as de la bonne rentabilité, tu arrives à les rassurer, tu présentes bien le projet. En plus, nous, on a de l'expérience, on va pouvoir leur présenter nos projets rénovation, bah, ils vont trouver ça cohérent. Et il faut aussi leur montrer que nous, on a envie de faire du long terme, qu'on n'a pas envie de faire un projet avec eux, mais 2, 3 projets. Il faut leur dire qu'on a des comptes pro, que peut-être qu'on pourrait les mettre chez eux, qu'on a de l'assurance habitation à les placer, qu'on a de l'épargne, à peut-être à les mettre s'ils veulent sur des assurances vie, etc. Et tu vois, c'est tout ça. Donc, ils ont envie, en fait, de bosser avec nous. Ouais, je vois, mais du coup, est-ce que le fait que ce soit en société, tu arrives à passer entre les mailles du filet du calcul du taux d'endettement un peu classico du 33%? Parce que Ben si on oui. s'arrête à ça, enfin souvent, moi j'avais dans l'idée que à un moment, t'as pas, enfin nous en tout cas, on n'a pas acheté notre RP, on n'a rien acheté du tout, on est locataire. Quand on se pointera devant les banques et que, si on dit qu'on veut faire du locatif direct, voilà, ils vont faire ce fameux calcul et on va être très limité. Et du coup, on avait évoqué l'idée de potentiellement passer par la stratégie de faire un peu genre que c'était notre RP pour pouvoir avoir beaucoup plus de facilité à emprunter et de profiter de 25 ans et tout ça. Mais là, ça n'a pas l'air de poser problème du coup. Peut-être parce que vous avez déjà plein de choses derrière vous. Mais, Ouais, peut-être. Après, c'est que il faut pas croire, enfin, comment dire, je sais pas comment dire, mais des fois, il faut aussi vraiment oser. Je vous donne un exemple. J'ai un couple de copines qui pourraient passer d'ailleurs enfin, Alice lors d'un live. Elles ont monté un co-living qui s'appelle Pool d'eau. C'est un co-living surf en Bretagne. Justine, je rigole pas, elle était au chômage et sa nana, elle avait monté sa boîte il y a 6 mois. Elles ont levé 400 000 € auprès des banques. Voilà. Pourquoi? Bah, enfin, Alice, du coup, tu vois, avec ton lac, enfin, tu vois, c'est aussi. Et par contre, elles ont été voir 15 banques. Je vous dis pas que c'est facile. Et en fait, elles ont fini par aller voir la petite banque du village d'à côté, là où il y a leur projet, qui a dit, mais moi, je veux un projet comme ça dans notre secteur. J'y crois. Ça va redynamiser le coin. Moi, je vais défendre votre projet et j'y crois, tu vois. Donc, c'est pas parce que là, il y a 3 banques qui m'ont dit, oui, on vous suit, que au final, quand je vais leur présenter le projet, peut-être qu'elles vont me dire, allez vous faire foutre. Et finalement, je suis sûre que je trouverai quelqu'un qui me financera, quoi. Trop drôle, j'ai bossé avec Céline de Pouldo, du coup. Ah ouais, trop drôle. Ah bah Bah, voilà. elle est développeuse web, Ouais, elle est développeuse web, ouais. plein de Drôle. cités là. Et bah, j'étais une de ses clients dans mon Trop précédent. drôle. Et ben voilà, et tu vois, je voulais qu'elle vienne dans live parce qu'en fait, je trouve ça génial de voir des nanas qui montent un projet, qui arrivent à les faire financer. Il y en a une qui est au chômage et l'autre, ça fait 6 mois qu'elle a son auto-entreprise. Mm. Bon. Mais du coup, Bah oui, c'est une après autre moi je l'ai pas hyper détaillé, mais c'est pareil, quand j'ai acheté l'appart Harry Potter, mes entreprises, j'avais de bilan sur aucune, puisque j'ai fait que des exercices prolongés. Donc quand j'ai créé, j'avais pas un bilan au bout d'1 an, j'avais un bilan au bout de 2 ans. Donc j'avais pas un seul bilan, je venais créer la conciergerie, elle avait 3 mois. Officiellement, j'étais encore au chômage parce que je me versais pas de salaire, j'attendais la fin de mon chômage. Et finalement, ils m'ont financé quand même. Donc, en fait, c'est aussi parce que je passais en société, c'est aussi parce que bah, il y avait d'autres exemples avant qui montrent que bah, je ne suis pas non plus une touriste et c'est aussi le cas de mode. Et après, en fait, c'est pour ça, quand je vous dis souvent, le premier projet, bah, le facteur limitant, c'est un peu la capacité d'emprunt. Mais une fois qu'on en a fait un, on sort de cette Pardon. case-là parce qu'on vient montrer que en fait, on lève des fonds pour créer un business qui est rentable, quoi. C'est plus Ouais. on fait un invest et puis la banque, elle a aucune garantie de est-ce que ça va bien se passer ou pas. Dès que vous en avez un, vous passez un petit peu dans cette
dans une autre case où le banquier peut venir regarder différemment le projet. Et C'est déjà, ça. comme on dit, enfin, je disais il n'y a pas longtemps aussi, mais à partir du moment où vous venez créer aussi une société ou qu'il y a une ou l'autre qui est entrepreneur, bah, ça vaut aussi vachement le coup de venir aller voir des conseillers pro, pas particuliers. Parce qu'un conseiller pro, il a une vision beaucoup plus business qu'un particulier qui va avoir une vision beaucoup plus CDI, case, Oui. apport, machin, etc., quoi. Il y a un conseil qu'on m'a donné, parce que moi, je suis en train de me former pour le locatif. J'ai pris un accompagnement aussi d'1 an, mais vraiment pour être sur de l'immeuble de rapport, parce qu'il y a des choses ultra spécifiques. Et en fait, ils nous disent, mais moi, ce qu'ils m'ont conseillé, c'est d'aller demander aux banques si elles seraient OK pour nous suivre, et pas d'y aller en mode entretien trop formel, où ils vont te demander tes papiers, parce que sinon, ils t'enregistrent. Et si ils te disent non, et ben, au final, tu es grillé chez pas mal de... Enfin, je sais pas si le... je vous donne un exemple, il faut que je leur réponde d'ailleurs. J'ai un rendez-vous vendredi, enfin, je veux pas y aller. En gros, je prends que des rendez-vous téléphoniques, pour faire simple. Ou du coup, j'explique toute ma situation, mais ils m'enregistrent pas. Et s'ils me disent, là, cet après-midi, il y a le Crédit Mutuel qui m'a dit, ben oui, nous, on pourrait vous prêter, je pense, votre profil nous plaît. Ils m'ont dit sur 20 ans, avec différé, 10% d'apport, etc. Ça me suffit, je vais pas voir plus loin. J'irai les voir quand j'aurai un projet à présenter. Parce que du coup, si j'y vais et qu'ils me demandent tout, là, mes relevés d'impôts et machin, je suis enregistrée. Et s'ils me disent non, le crédit mutuel, et ben du coup, tous les autres crédits mutuels du coin, ça va être niet aussi. Alors que si je suis pas enregistrée, ben, je pourrais aller présenter mon projet dans pas mal de banques et ça maximise en fait les chances de me faire financer derrière, quoi. Donc, un petit appel, c'est cool, mais ça sert à rien d'aller trop loin dans le process tant que vous n'avez pas de bien à présenter. Voilà. Et cet appel-là, tu le fais à quel moment du coup? Et ben là, ça y est, moi, c'est le Alors, coaching, c'est avant d'avoir trouvé ton projet. ouais, ouais, parce que du coup, en fait, tu vois, par exemple, j'ai commencé par mon banquier et je lui ai dit, bah voilà, on a tel projet, est-ce que vous financez ce type de projet? Bah, tu vois, déjà, bah oui, carrément. Alors, en effet, comme dit Alice, hein, c'est banquier pro, plutôt. Euh, et dans ce cas-là, j'aime bien savoir les conditions. Parce qu'il y en a pour du locatif, ils vont dire, bah nous, c'est 15 ans. Aujourd'hui, trouve un projet rentable sur 15 ans, à moins de faire de la courte durée, c'est chaud quand même. Mhm. Il y en a qui vont dire, bah, nous, c'est 20 ans, nous, c'est 10% d'apport, nous, c'est 20. Et en fait, toi, ça te permet d'avoir un peu les infos, tu vois, en amont, pour savoir bah, quelle banque pourrait te financer dans les meilleures conditions. Et puis ensuite, si tu as plusieurs banques qui acceptent, tu vois, c'est là où comment dire, on se rend compte que nous aussi, on a du pouvoir. Si plusieurs banques acceptent de te suivre, bah, là, tu peux faire jouer la concurrence, tu vois. Je me demandais, je change un peu de sujet, mais jusqu'à il y a 2 ans, du coup, tu étais encore en poste? Tu as démissionné il y a 2 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais du coup, comment enfin, c'était pas trop chaud de faire à la fois les travaux plus, enfin, je sais pas combien d'heures tu faisais, mais 35 heures, Ben ça non, parce que du coup, quand j'étais en poste, c'était la petite maison, tu vois, on avait pris un maître d'œuvre. Et au final, j'ai démissionné, on est allé dedans et là, j'avais du temps, tu vois. Ce qui OK. était plus chaud, c'était de se retrouver, de démissionner et d'avoir zéro revenu derrière, mais je l'avais déjà Mmh. fait 3, 4 fois avant. Et en fait, il y a un vrai truc, je trouve, où pendant longtemps, j'ai eu peur de plein de choses d'ailleurs, et peur de l'échec notamment, peur de changer de job, peur de tout ça. Et en fait, un jour, je me suis rendu compte qu'en fait, déjà, tout ça, c'était pas des échecs, que se retrouver sans fric à un moment. Enfin, et en fait, j'ai tellement appris de toutes ces expériences qu'aujourd'hui, je me rends compte que si je réussis entre guillemets, enfin, j'ai jamais réussi aussi bien dans ma vie pro. Et je me rends compte que c'est depuis que j'ai arrêté d'avoir peur, tu vois. Et ça joue vachement parce que, enfin, je sais pas, j'ai tellement eu peur de pas retrouver de taf, de pas avoir mieux. On me jugeait beaucoup, attends, tu quittes un CDI, etc. Mais en fait, peur de quoi? Si vraiment demain je vais retrouver un CDI, j'en retrouve. Mais je pense que ça n'arrivera pas. Et toutes ces peurs-là, quand on comprend que bah, c'est pas de l'échec, qu'au pire, tu apprends des choses et tu te relèves, bah, je trouve que ça te rend beaucoup plus fort et tu as moins peur en fait de te lancer dans des projets un peu fous. Ouais, clairement, je Trop suis bien. d'accord. Mm. Cool. Vous avez investi, vous déjà, non, Aéro, Charlie, Lisa, pas encore? Justement. Pas C'est le encore, non, mais but? non, moi, j'ai dû quitter un taf, mais en rupture conventionnelle. Ça va, j'ai eu de la Mm. chance. Ok, Donc j'ai un bon chômage. Mais du coup, là, voilà, j'ai envie de rester, sans emploi, pour pouvoir, bah, m'occuper un petit peu voilà, de la maison qu'on va acheter et de gérer les travaux et tout ça, quoi, de ok, chapeauter. Parce que ok. c'est vrai que Lisa qui est salariée, elle a vraiment beaucoup elle a pas le temps, quoi, elle a beaucoup moins de temps que moi, pour checker tout ça. Donc c'est vrai que c'est Bah oui.
quand tu es en 35 Après, heures. c'est des concessions, hein. Enfin, comme pour répondre à ta question, du coup, nous, on a quand même une vie en chantier. Ça fait 13 ans qu'on est mariés, bah, on a quand même une vie qui est rythmée par les travaux. Et des Mm. fois, nos semaines en amoureuse, c'est des semaines sur le chantier et où on mange un pique-nique et on boit enfin, tu vois, un café soluble. Mais après, on a appris à aimer ça et je trouve ça chouette, quoi. Puis on est tellement fiers, putain. Enfin, tu vois, vraiment, tu te dis, mais on l'a pas volé, quoi. Enfin, c'est cool, mais des fois, là, en ce moment, bah, la Joanne qui veut quitter son taf, on se dit, punaise, mais peut-être que j'ai l'impression qu'on est peut-être un petit peu en train de devenir riche. C'est cool, mais il y a une certaine fierté aussi. Enfin, pas riche, mais dans le sens où je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Et de pouvoir se dire aussi, on arrive à ça tout en gardant des valeurs enfin voilà, de partage et pas de, tu vois, pas capitaliste, quoi. Si je me mets à payer des impôts pour la première fois de ma vie, je suis heureuse, ça veut dire que je gagne bien ma vie aussi et que c'était pas le cas avant. Et ça, je trouve ça chouette aussi. Enfin, moi, toutes les femmes que j'accompagne avec Pépite, euh, c'est aussi se dire, bah, on peut garder nos valeurs, on peut garder l'éthique tout en investissant. Les deux sont hyper compatibles, tu vois. Le but, c'est pas de savoir combien je vais entasser de colocs dans un 50 mètres carrés pour optimiser ma rentabilité. Et en Ah, là, on fait, en est là, non. qu'est-ce qu'il y a? Non, je rigole en disant on en est là. Non, mais j'imagine si vous êtes dans le programme d'Alice, c'est pareil, hein, on a ces valeurs-là en commun, mais moi, je trouve ça trop chouette qu'on se rend compte qu'on fait des choses avec le cœur, on les fait bien, on n'est pas là à se dire qu'est-ce qu'on va mettre pour que ça coûte le moins cher possible et qu'on arrive à être rentable, en fait. Et ça, c'est trop chouette. Carrément. Mm. Yes. Bah, il n'y a plus qu'à hein, trouver un bien. Vous cherchez dans quel secteur? On est dans le nord, on est à Lille. Comme Ok. Alice à la base. Et toi, Rio aussi? Alors, pas du tout. Moi, ça fait quasi 2 ans que je suis au chômage parce que j'ai fait un burn-out et que j'ai pas Ok. réussi à acheter avant. Ok. Donc, il va Bah, c'est falloir pas... retrouver un petit CDI. Mais Ouais. je pense que je vais aller vivre à Marseille entre-temps aussi. Voilà. À vivre à Marseille, trop bien. Bon choix. Oui, je suis le troupeau. Bon, bah, c'est cool en tout cas. T'avais des questions, Alice, des petites choses Bah non, écoute, hyper clair. Peut-être, ouais, si toi, tu avais peut-être les leçons que tu as retenues de ces projets, tu vois, que tu aurais aimé savoir avant et que tu as maintenant avec le recul. Bah, enfin là, enfin, il y a l'idée qu'il n'y a jamais de bons moments. Et ça, c'est hyper important. Ça peut sembler basique, mais il n'y a jamais de bons. Alors, il y a des moments, je suis d'accord, Héros, là, si c'est clair que tu as passé 2 années compliquées et que tu n'as pas de boulot, forcément, il y aura un meilleur moment pour investir que celui-ci. C'est sûr. Mais c'est dans le sens où si tu attends que tous les astres soient alignés, ça n'arrivera jamais. Tu vois, moi, j'ai des amis qui vont dire oui, mais on a un projet bébé. Bah oui, mais et alors, tu verras que quand tu auras un bébé, ça sera peut-être plus chaud, c'est peut-être finalement maintenant. Donc, il n'y a pas de bon moment. En fait, c'est qu'à un moment, c'est vrai que le premier pas, il est vertigineux et j'en suis consciente. Mais il faut se dire aussi que, bah, du coup, c'est plein de leçons en une, mais vous connaissez la pyramide de Maslow, les besoins primaires, le besoin de sécurité. Se loger, c'est ça, c'est le besoin de sécurité. Les gens auront toujours besoin de se loger. On n'est pas en train de parler de la volatilité, tu vois, de la crypto ou de la bourse. On parle d'immobilier, on parle de pierre. Il y a un moment où si, enfin, voilà, vous avez une super coach, si vous trouvez le bon secteur, que vous achetez bien, que vous négociez, vous ne pouvez pas perdre de l'argent en fait. Il n'y a pas grand-chose à suivre en immobilier pour que ça se passe très très bien pour vous. Vous voyez, c'est sûr que les gens qui achètent la première merde, qui achètent Pinel ou quoi, ça va être compliqué peut-être pour eux de, voilà, de très très bien s'en sortir, mais vraiment, enfin, l'immobilier, pour moi, j'y crois très très fort. Donc voilà, ça, il n'y a pas de bon moment et ayez confiance parce que si vous achetez bien, c'est ça qui est important, la bonne affaire, c'est faire l'achat, hein. Donc si vous achetez bien, voilà, vous en sortirez. Et oubliez surtout pas cette stratégie de la RP. Vous attachez pas corps et âme à votre RP parce que vous êtes peut-être assis sur une petite mine d'or et même un petit appart, hein, c'est pas compliqué de faire 30 000 à 40 000 euros de plus-value. Donc si tu bouges tous les 3 4 ans, à un moment, tu te retrouves avec un très bel apport et qui peut te permettre bah, de lancer un business, de faire un tour du monde, tu vois, de prendre un an pour souffler, pour respirer. Et ça peut être ça aussi, hein. L'argent, il peut servir à ça. Donc voilà. Trop bien. Mm. Bah, sur ces belles paroles, est-ce que vous avez d'autres questions? Non, ça va, on n'a pas forcément de questions. Je pense qu'il faut continuer d'y croire jusqu'à ce que ça arrive parce que ça peut aller très vite, je pense aussi. Trouver la perle et puis voilà. Ah bah ça peut aller très vite, hein.
En fait, souvent, quand ça met beaucoup de temps, c'est qu'on a un peu peur aussi. Et Ouais. ouais. Ça doit être ça. Et puis, n'hésitez pas à suivre nos aventures sur Insta ou si vous avez d'autres Ouais, questions qui c'est déjà reviennent, n'hésitez pas. Et bah, merci Alice. Et Alice, bah, je t'accueillerai dans Pépite en 2026. J'ai Avec une plaisir, petite ouais. Attends, il y a question. Ario, ouais, qui a une autre Ouais, question. vas-y. Ouais, est-ce que tu penses que tu aurais réussi si t'avais pas été avec ta meuf? Genre si t'avais dû faire ça toute seule. Et ou sinon, qu'est-ce qui Alors, aurait pu aider? alors, je pense pas, mais c'est pas parce que j'aurais pas été capable, c'est que je n'aurais jamais découvert ce milieu-là, tu vois. C'est comme ça se trouve, si je m'étais mariée avec une patineuse artistique, j'aurais découvert un talent pour le patinage que je ne saurais jamais. Donc, en gros, non, mais j'exagère, mais en gros, c'est grâce à elle que j'ai découvert ça. Donc, forcément, sans elle, je pense que, voilà. Par contre, j'ai toujours eu envie de faire de l'immobilier. Donc, je pense que j'y serais venue. J'aurais fait des trucs un peu plus moches. Et en fait, on se complète bien parce que Joanne, elle est très douée avec ses mains, elle fait des très belles choses, mais par contre, elle va pas aller sourcer les projets, elle va pas aller négocier, elle s'occupe pas des démarches, de la revente. Il n'y a pas le côté stratégique derrière, elle est vraiment dans le manuel, donc on se complète vraiment très bien. Mais je pense que, enfin, en gros, pour moi, quand je te dis que tu peux te faire, bah, tu vois, par exemple, cet appartement-là, tout ce que j'ai fait, c'est à votre portée, quoi. Tu vois? C'est-à-dire poser une tapisserie, j'en avais jamais fait. Bon, bah, je l'ai fait, c'était pas compliqué. Faire de la peinture, qu'est-ce que j'ai fait? Poser un peu de carrelage. Et, enfin, tu vois, tout ce que j'ai fait dans cet appart, tu peux le faire. Et sinon, je l'ai fait faire. Et j'ai fait 40 000 euros de plus-value. Donc, en fait, tu peux le faire. Il n'y a rien là que tu ne pourrais pas faire. Rien dans cet appartement-là. C'est pour ça que j'ai voulu terminer par cet exemple-là. Tu vois? Tu vois, là, on voit là-dessus, on le voit même à vue d'œil, hein, qu'il y a des joints un peu plus gros ici. Bon, bah, ça m'a pas empêché de le vendre parce que je suis pas dans une zone à 6 000 euros le mètre carré où les gens ils vont avoir une exigence énorme. Je vends 3 000 du mètre carré. Je vends 190 000 un 60 mètres carrés à Nantes, tu vois, vue sur parc. Donc, ils vont pas avoir, tu vois, ça, c'est des petites patères autocollantes que j'ai achetées sur Amazon, hein. Ok? Bon, bah, forcément, j'ai pas le même niveau de prestation que sur, tu vois, une maison qu'on va vendre 6 000 euros du mètre carré. Et du coup, tout ce que j'ai fait là, tout, vous pouvez le faire. Donc oui, c'est à ta portée. Juste deux petites questions qui me viennent Ouais. par rapport au financement. Est-ce que vous avez eu un différé et combien vous avez mis d'apport en pourcentage, on va dire? Pour lequel? Bah, les trois? Bah, on n'a jamais eu de différé. En fait, Jamais. comme quoi on apprend aussi. Je ne savais même pas que ça existait à l'époque, sinon bien sûr que je l'aurais fait. Ouais. Il y a 10 ans, je ne savais même pas que ça existait un différé. Et c'est fou enfin, que les banques ne le proposent pas. Parce que du coup, en effet, on s'est coltiné bah, le loyer de la location. Enfin, tu vois, c'était chaud, quoi. Donc, non. Pour le marchand de biens, bah, c'est pas possible. On est sur des délais très courts. Et Ok. puis, pour la petite maison, on n'a pas eu besoin parce qu'on l'a acheté cash, vu le prix. Mais bien sûr, si vous pouvez avoir un différé, surtout pour du locatif, demandez-le parce que du coup, derrière, vous allez refaire votre trésor. Grâce au différé, vous pouvez presque récupérer votre apport parfois. Donc, c'est quand même. Et c'est un peu cet effet boule de neige où du coup, là, moi, je vais investir dans des immeubles de rapport. On pourra terminer là-dessus d'ailleurs. Et du coup, je disais à mon coach, ben, je comprends pas, il n'y a jamais de cash flow. Et dans ma tête, je me disais, attends, je vais pas mettre 400 000 boules dans un immeuble et j'ai même pas de cash flow, quoi. Tu vois? Et bon, excusez, le cash flow, c'est la différence entre du coup le loyer perçu et l'emprunt remboursé. Donc, si je perçois 2 000 euros de loyer et que je rembourse 2 000 euros d'emprunt, c'est juste à l'équilibre, mais ça me faisait chier, quoi. Et lui, il me disait, ben oui, mais en fait, ok, tu vas demander un différé. Donc, sur les 2 000 euros de mensualité, je vais rembourser que les intérêts et l'assurance, ce qui fait quand même peut-être 800 euros sur les 2 000. Mais ce qui veut dire que pendant potentiellement 2 ans, je vais empocher 2 000 euros, je vais rembourser que 800. Donc, vous faites le calcul, hein, 1 200, bah, ça fait 24 000 de tête à peu près comme ça. Donc, en 2 ans, tu te fais 24 000 euros de trésor. Potentiellement, tu as quasiment récupéré ton apport. OK? Ensuite, dans 2 ans, qu'est-ce qui se passe? Ou dans 4 ans, les taux baissent. Hop, tu renégocies ton emprunt. Ben, ça y est, tu l'as ton cash flow. Ensuite, peut-être qu'il y a un locataire qui va partir, tu vas refaire un peu l'appartement. Tu vas plus être à 550, tu vas être à 600. Et en fait, il y a plein de leviers qui font que tu vas pouvoir en fait augmenter ton cash flow, renégocier ton prêt et récupérer ta trésorerie et du coup réinjecter ça dans d'autres projets. Faut pas être focus que sur une opération, quoi. Et tu as raison, c'est pour ça qu'il faut être maligne et activer plein de leviers comme le différé. Et pour l'instant, on ne l'a pas encore fait parce que du coup, au début, je ne savais pas que ça existait et là, on n'en a pas eu besoin.
Ok, ça marche. Très bien. Eh ben, c'est bon, moi. Ça roule. Et ben, merci à toutes. Merci Alice pour l'invitation. Un grand merci. Merci Merci. les filles, c'était trop chouette. Et merci Ouais, Maud, trop cool. hyper intéressant tout ça. Et bravo pour tout ce taf. Tes projets sont trop Ouais. stylés. Ça fait toujours plaisir d'avoir de l'inspi comme ça. D'ailleurs, je penserai à toi quand on fera le mur d'escalade. Voilà. Oui, ah, mais oui, t'as vu là. Et tu vois, attends, Oui, d'ailleurs. je te dirai où. Et puis la petite barre de pompier, bon, ça, c'est pas obligatoire, hein, mais ça fait le plaisir de tous les adultes qui viennent à la maison aussi, hein. Et ça coûte que dalle aussi, hein. Tu m'étonnes. Donc Ouais, voilà. trop bien. Bon, bah, gros bisous. Passez une bonne Salut! soirée. Les filles, vous êtes là Bonne soirée. dimanche au brunch ou pas? Non, Ah malheureusement, oui, non. parce que nous habitons à Lille. Bon, bah, à bientôt. Gros bisous. On se capte très vite. Bonne soirée, Ciao. merci. Salut, merci. Salut!